J'apprécie de revoir pas mal d'amis. C'est une belle occasion de revoir plusieurs d'entre vous. En dépit de l'apparence et de la calvitie qui avance, je suis un jeune docteur, donc on fait des choses bizarres à un certain âge. Donc après une vie professionnelle, une carrière dans les mouvements coopératifs à niveau national et à niveau européen pendant quelques décennies, donc à un certain moment on décide de se lancer dans les études. Et voilà, donc j'ai complété mon doctorat en 2016. Et je vais vous en dire quelque chose un petit peu dans les minutes qui suivent. C'est surtout sur le thème des valeurs et principes coopératifs qui ont été nourris par de nombreuses courants philosophiques et religieuses que je me suis un petit peu basé. Et donc il y a, je dirais, un creuset pluraliste qui empêche encore aujourd'hui à une idéologie particulière d'y planter son drapeau. Mais pour rester fécond, ce pluralisme doit continuellement être revisité et réalimenté. Donc ici en France, vous avez des auteurs qui se sont employés avec bonheur, depuis Henri Desroches, son fils spirituel ici à mon côté, Jean-François Drapery. En particulier, je voulais vous montrer un petit peu cette figure, ce tableau d'André Guesselin, on dit Guesselin, dans lequel on voit bien qu'il met aussi cette dimension du christianisme social un peu au cœur de l'invention de l'économie sociale. Bien sûr, là, il fait en particulier une attention à la dimension coopérative. Et donc, je vais un peu là-dessus vous présenter un petit peu cette dimension du solidarisme chrétien, qui est une des veines indéniables du coopérativisme, mais qui est restée inexplicablement un peu sous silence, même dans notre littérature. Et j'ai fait ce parcours un petit peu en suivant des indices, un peu comme dans un polar. Il y a des indices, et après on cherche de découvrir. Et donc les indices, le premier indice, je l'ai trouvé dans ma mémoire de licence en Sciences Po à Milan, dans laquelle j'essayais de faire l'histoire du mouvement coopératif de ma province d'origine, donc dans le nord d'Italie, à Brescia. Et j'ai fait un travail d'analyse des feuilles d'annonces légales de la préfecture pour identifier chaque constitution de société, dont des sociétés coopératives. Et donc j'ai pu faire vraiment la reconstruction assez détaillée, je pense, de l'histoire du mouvement coopératif dans ma ville et dans ma province. Mais en même temps, j'ai pu identifier les promoteurs de ces coopératives. Et là, un peu à ma surprise, j'ai découvert que, grosso modo, entre 1886 et 1926, il y a eu 319 prêtres du diocèse de Brescia engagés dans la promotion des coopératives. Là, vous voyez dans l'image un petit peu une des pages de cette analyse que j'ai faite, dans laquelle il y a le nom, la paternité, le type de coopérative, quel lieu, quel rôle il avait, coopérateur, président, comptable, etc. Et donc là, c'était une première dimension que j'ai trouvée assez impressionnante, donc qu'une grande partie du clergé d'un diocèse soit engagé dans la promotion des coopératives. Et Brescia, sans doute, n'est pas un cas unique, isolé. Et normalement, on me disait, écoute, oui, c'est Rerum Novarum, 1891, c'est cette encyclique sociale de Léon XIII, qui est un événement d'incitation pour les catholiques dans les sociales. Et donc, premier indice qui m'a poussé à explorer davantage un petit peu ces déclarations du magistère catholique. Deuxième indice, dans ma vie professionnelle, donc dans les mouvements coopératifs européens et internationaux, j'ai participé à l'assemblée de l'ACI, de l'Alliance coopérative internationale à Cartagena de los Indias, en Colombie, en 2005. Et sur le stand d'un éditeur local, j'ai trouvé ces petits bouquins, Iglesia y Cooperativismo, dans lequel il y avait un chapitre de 2 pages, la 21 et la 22, Coincidencias doctrinaria. Quelque chose qui m'intrigue, la coïncidence doctrinale entre le principe coopératif et un deuxième chapitre aussi, très, très court, Doctrina sociale cattolica y cooperativismo. Voilà. Donc notre indice, donc, des chapitres très, très brefs, mais qui m'ont quand même un peu stimulé à essayer de mettre en parallèle
les principes de la doctrine sociale de l'Église et les principes coopératifs et les pratiques coopératives dans des législations et expériences concrètes de certains pays. Troisième indice, la découverte faite dans la maison musée d'Alphonse Desjardins, donc à Lévis, au Québec, donc en face de Québec City, au-delà de la rivière Saint-Laurent, il y a cette maison qui est un peu le berceau des caisses Desjardins, où le mouvement coopératif québécois est un des piliers de l'expérience coopérative québécoise. Et un peu à ma surprise, j'ai trouvé dans une des vitrines de ce musée maintenant les insignes de commandeur de l'ordre de Grégoire le Grand que le pape Pie X avait remis en 1913 à Alphonse Desjardins. Pourquoi le pape Pie X va remettre une décoration à Alphonse Desjardins? Donc, là aussi, troisième indice, donc je dis, il faut que j'aille un peu plus à gratter un peu à fond qu'est-ce qui est dans la biographie d'Alphonse Desjardins. Et à partir d'Alphonse Desjardins, donc, j'ai continué aussi sur d'autres personnalités. Donc voilà un petit peu les indices sur lesquels j'essaie un petit peu, à côté d'autres parties de la thèse, je suis allé avec mon promoteur de thèse, mais lequel promoteur de thèse, donc très scientifique, il dit, mais vous devez argumenter, vous avez une posture de lobbyiste, il faut assumer une posture de scientifique, il faut douter de vos convictions. Donc, il faut vous me démontriez pourquoi il y a un besoin d'une analyse approfondie sur ce thème. Et donc, là, est-ce que je peux argumenter? Donc, j'ai fait l'expérience, j'ai fait toute une recherche lexicométrique. J'ai donc analysé 7668 titres d'articles des revues scientifiques du mouvement coopératif. Donc j'ai toutes les annales de l'économie publique et sociale et coopérative, donc du CIRIEC, 3 revues espagnoles, celle du CIRIEC Espagne de Valence et les 2 de Deusto à Bilbao, Journal of Cooperative Studies, la RECMA, bien sûr, depuis 1921 à 2014, avec son directeur ici à côté, Économie et solidarité du Québec et Rivista della Cooperazione Italienne. Donc 7668 titres d'articles, pas les articles, je serais encore en train de lire. Et j'ai essayé donc de faire, de les analyser selon 5, grosso modo, groupes de mots-clés. Un groupe plutôt lié aux idées politiques, et par idées politiques j'entends libéralisme, marxisme, communisme, socialisme, capitalisme, fascisme, etc. Un groupe plutôt aux actions sociales et politiques en faveur des coopératives. Troisième sur les spécificités coopératives, principes coopératifs, doctrine coopérative, identité coopérative, valeurs coopératives. Un autre plutôt sur l'éthique particulière, un peu coopérative, participation, démocratie, solidarité, bien commun, etc. Et un 5e sur la religion. Alors, donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais et sur la religion, sur 7668 titres d'articles, je n'ai trouvé que 14 références. Une fois religion, 7 fois chrétien, 2 fois catholique, 1 fois Dieu, 2 fois Église, 1 fois doctrine sociale. Donc avec cet argument, chez mon promoteur de thèse, voilà, cher professeur, et objectivement, là, il y a un vide un petit peu. On reconnaît dans la littérature qu'il y a une source, mais la littérature récente ne présente pas cette dimension. Donc, il y a un vide de connaissance. Oui, vous m'avez convaincu, donc allez, avancez dans votre travail de recherche. Et donc, j'ai commencé ces 3 exercices à propos d'un petit instant là. Là-dessus, et ça pourrait être aussi une conclusion, j'étais aussi assez interpellé par cette phrase dans un article de Ian Macpherson, qui est familier avec le monde coopératif. Se souviendra que Ian Macpherson est celui qui a coordonné tout le travail de reformulation, rewording de l'identité coopérative qui a été approuvée au congrès de Manchester par l'Alliance coopérative internationale en 1995. Et Ian, il écrit en effet: aborder la question des idées comporte un risque de générer des divisions. En effet, le mouvement inclut une grande diversité de types de coopératives, de nombreuses racines nationales et culturelles. Pour le dire brièvement,
s'égarer dans ce qui peut être considéré comme des domaines politiques ou religieux peut être dangereux et contre-productif. Voilà. Lui-même, Yann, reconnaît on marche un petit peu sur des domaines difficiles à aborder au niveau du mouvement coopératif. Donc, moi, je me suis lancé dans ce triple exercice. D'abord, de lire toutes les encycliques sociales et voir qu'est-ce qu'elles disent sur l'expérience coopérative. Encyclique sociale donc, qui commence avec cette Rerum Novarum en 1881. Là, je vous cite deux passages. La richesse a afflué entre les mains d'un petit nombre et la multitude a été laissée dans l'indigence. Les ouvriers ont conçu une opinion plus haute d'eux-mêmes et ont contracté entre eux une union plus intime. Ou encore, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci des maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Une usure dévorante est venue ajouter encore au mal. À tout cela, il faut ajouter la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie du commerce, devenue le partage d'un petit nombre d'hommes opulents, des plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Donc ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas le secrétaire des Forces ouvrières, c'est le pape donc, Léon XIII qui s'exprime ainsi. Et là, donc, j'ai parcouru un peu tous ces documents que vous voyez jusqu'en 2015. Et il y a énormément, là, c'est un peu aussi à ma surprise, il y a énormément d'écrits sur le terme coopératif et de plus en plus précis. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je voulais simplement... voilà, il y a aussi... les coopérateurs latino-américains parlent d'une encyclique coopérative en faisant référence au discours que Jean-Paul II a fait à Faenza auprès d'une coopérative agricole. Et donc là, moi, je l'ai découvert auprès des coopérateurs latino-américains. Donc, il parle vraiment de cette encyclique coopérative parce que c'est un plaidoyer pendant tous les discours en faveur de l'expérience coopérative. Autre chose, toujours à propos du pape actuel, là, les coopérateurs, sans doute, reconnaissent des personnalités qui ont marqué le mouvement coopératif international récemment. Au milieu, vous voyez Madame Pauline Green, l'ancienne présidente de l'Alliance coopérative internationale. À ses côtés, le directeur l'américain Charles Gould, de l'autre côté, le directeur d'Amérique Marino. En 2013, ils ont été reçus par le pape. Et ce qui m'avait frappé, c'est l'émotion et l'admiration que Pauline Green a exprimée et postée sur son site. Là, 30 secondes pour vous les dire parce que c'est assez intéressant. Pauline Green dit « J'ai passé un moment unique et précieux à Rome lorsque, avec notre directeur Charles Gould et les collègues des régions d'Amérique, j'ai rencontré Sa Sainteté le pape François. Nous devons reconnaître que nous avons tous été profondément impressionnés par la connaissance et la compréhension profonde qu'a le pape de notre mouvement. Seul, sans aucun accompagnateur ni aucun conseiller, et sans une seule note ou un seul papier en vue, il a parlé notre langue coopérative durant une discussion informelle de 45 minutes. Nous étions enchantés. Voilà, c'est un peu plus long, mais pour vous dire comment cette dimension est assez présente dans la vision aussi du pape actuel. Il y a deux événements récents aussi qu'il y a eu 7000 à deux reprises coopérateurs au Vatican ces dernières années. Deuxième exercice a été celui de mettre en parallèle les principes de la doctrine sociale et les principes coopératifs. Là, il est aussi un exercice assez intéressant. Et j'ai essayé donc de démontrer cette coïncidence doctrinale comme s'exprime le latino-américain. Et là, on peut tout à fait identifier le premier principe coopératif dans l'adhésion volontaire et ouverte, le sixième dans la coopération entre coopératives, le troisième dans la participation coopérative, le septième dans l'engagement envers la communauté, la participation aussi selon dans le deuxième principe coopératif, et les erreurs partageables, on peut aussi les voir aussi dans le troisième principe. Voilà, j'ai trouvé et j'ai essayé aussi de montrer pratiquement qu'avec vraiment des législations aussi nationales, comment ce principe était mis en pratique.
Et troisième exercice est celui des personnalités. Donc, je vous avais dit un peu l'indice était Alphonse Desjardins, et donc en cherchant d'analyser à fond les autres figures marquantes du mouvement coopératif, j'ai encore trouvé vraiment pas mal de choses. Et à partir des pionniers de Rochdale, plusieurs d'entre eux étaient membres de la Unitarian Chapel, qu'on appelait la Cooperative Chapel à un certain moment. Donc, comment même à ce niveau, il y a des éléments qu'on peut lier un peu à cette motivation aussi des religieuses. Et là, donc, on n'a pas le temps de passer. J'aurais pour chacune de ces personnalités que vous reconnaissez sans doute, j'ai bien voulu mettre aussi une femme, parce qu'au début, il n'y avait que des hommes. Mais donc, j'ai ajouté l'épouse d'Alphonse Desjardins, parce que de plus en plus, on met à côté d'Alphonse Desjardins sa femme, son épouse Dorimène, qui en effet, parce que vous savez, Desjardins, lui, il travaillait à Ottawa. Il travaillait dans les bureaux des fédéraux à Ottawa, mais donc les véritables piliers, l'animatrice du début des Caisses Desjardins, c'est sa femme. Mais que l'histoire est un petit peu oubliée, maintenant on commence petit à petit à faire émerger cela. Mais donc vous voyez, Raiffeisen, profondément marqué par sa foi religieuse, protestant, Arismendi Arieta, donc le curé fondateur de Mondragone, encore pour les Québécois, l'évêque. Là, j'ai découvert un peu récemment les métropolites d'Elviv, profond animateur du mouvement coopératif en Ukraine. Grundtvig, le pasteur luthérien et après évêque luthérien au Danemark, fondateur des premières coopératives agricoles à niveau... là, on n'a pas le temps de parcourir, mais tout le monde, mais il y avait Ludovic de Besse, le capucin fondateur des banques populaires en France. En dessous, il y a Monseigneur Moses Cody, le fondateur de l'expérience d'Antigonish Movement dans cette expérience aussi au Québec. Vous voyez Gide qui a été bien illustré par ma collègue, les fondateurs du mouvement coopératif Trentin, Nguetti, etc. Et j'en passe. Donc il y a vraiment des dizaines de personnalités aussi en Amérique latine que j'ai pu retrouver. Donc trois indices sur lesquels j'ai fait un peu ce travail de recherche qui au fond ont confirmé qu'il y a bien une dimension, je dirais une dynamique chrétienne au sens large, pas seulement catholique, mais aussi dans la famille protestante qui a bien marqué cette dimension d'un christianisme social. Là, une chose qui m'a un peu aussi frappé, parce que le mouvement coopératif a tout à fait passé sous silence, 2015 a été une année faste pour la sainteté coopérative. On a eu 2 béatifications coopératives, donc les métropolites d'Elviv et Arismendi Arieta, donc le fondateur de Mondragone. Mais le mouvement coopératif a passé ça sous silence. Donc il y a on peut dire cette pudeur là que les mouvements coopératifs manifestent lorsqu'il s'agit de faire référence aux idées religieuses. Et pour terminer, je dirais, on peut dire qu'il y a une dynamique là, j'ai utilisé le terme de greffage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma réflexion était quant à la fonction jouée par l'Église. Donc, est-ce que le magistère a, vis-à-vis des coopératives, une fonction de stimulation, d'anticipation, ou plutôt a joué un rôle notarial, donc actant et confirmant des pratiques déjà bien engagées par des pionniers. Donc, un regard historique, ok, ça va, j'ai terminé, sur l'avant et l'après Novarum nous permet d'affirmer donc sans hésitation que ce texte a profondément marqué, dynamisé et encouragé l'action des catholiques dans le champ social et dans la sphère politique, mais il faut également reconnaître que, de toute évidence, les pionniers avaient déjà parcouru un long chemin. Rochdale, 1844, donc la Rerum Novarum, c'est 50 ans après. Donc, mouvement coopératif, expérience déjà, on peut dire, presque mature au moment de la publication de l'encyclique. Et donc, c'est essentiellement, d'après moi, une dynamique de greffage et non une dynamique générative, donc, que l'on peut identifier dans le christianisme social pour les coopératives. Voilà un petit peu très brièvement ce que je voulais vous présenter.